loi sur les langues officielles et l'enseignement de l'anglais au primaire. Donc, je sais que le colloque porte sur la loi 101. J'ai fait exprès parce qu'en montant ma présentation, je me suis dit qu'il y avait un lien fort étroit entre l'esprit de la loi sur les langues officielles, donc la loi fédérale, et ce qui est en train de se produire au primaire. Donc, je ne sais pas qui a des enfants au primaire ici. Moi, j'en ai, donc je vois la chose de proche. Et il y a eu une grande évolution dans l'enseignement de l'anglais au primaire dans les 15 dernières années. Donc, je vais vous parler de ça un peu. Puis, l'idée du titre de ma conférence m'est venue en lisant l'excellent livre d'Éric Poirier, qu'on voit ici, donc la Charte de la langue française, où il détaille comment la loi 101 a été modifiée après 1982, après le retour, le rapatriement unilatéral de la Constitution par Trudeau. Si on résume la chose, c'est que la loi sur les langues officielles est basée sur le principe de personnalité, c'est-à-dire que les droits linguistiques sont attachés à un individu, puis sont mobiles avec l'individu. L'individu peut choisir sa langue, puis à sa guise. Ça, c'est la vision fédérale. Puis au Québec, avec la loi 101, on a choisi un tout autre modèle. C'est un modèle territorial, c'est-à-dire que les droits sont attachés à un territoire et non pas à un individu. À part pour le traitement de la minorité anglophone, où on a séparé la poire en deux. Mais donc, il y a un conflit majeur entre les deux approches, entre le fédéral et Québec, sur la gestion de la langue. Donc, en lisant le livre de M. Poirier, je me suis posé la question suivante, parce que dans son livre, ceux qui l'ont lu se sont rendus compte que Ottawa a modifié la charte de la langue française, donc la loi 101, en totalité. Il n'y a rien qui reste de la loi 101 originale. Mais Ottawa n'a pas fait tomber les clauses d'accès à l'école anglaise, donc, qui ont été mises en place dans la loi 101. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Ottawa n'a pas ramené le libre choix de la langue d'enseignement au primaire et au secondaire? Parce que ça aurait été logique, dans le fond. Ils ont vraiment démembré tout le reste, et ça aurait été vraiment logique. Puis là, bien sûr, M. Poirier a la réponse à ça. Puis sa réponse, c'est qu'il y a une cohérence dans la législation québécoise. Il y a eu une clause d'accès qui a été mise en place, pas seulement par la loi 101, mais par la loi 22 en 1974. Donc, ceux qui étaient là se rappelleront que c'était des examens d'anglais pour rentrer à l'école anglaise à l'époque. C'était la notion de restriction, de clause d'accès était là. Donc, la Cour suprême a respecté ça, selon M. Poirier. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élargi cette clause-là. Donc, il y a plus de monde qui pouvait rentrer à l'école anglaise, mais ils n'ont pas ramené le libre choix pour respecter la cohérence juridique québécoise. Bon, ça, c'est la réponse de M. Poirier. Après ça, j'ai lu un autre livre qui s'appelle « La bataille de Londres » par Frédéric Bastien, où on apprend que le juge en chef de la Cour suprême, à l'époque du rapatriement de la Constitution par Trudeau en 1982, donc ce juge en chef-là a transmis des informations confidentielles sur les débats de la Cour à un gouvernement étranger, donc au gouvernement britannique. Bon, là tout de suite, on peut se poser la question... l'indépendance du judiciaire et du politique est au fondement de notre système démocratique. Dans ce cas-là, n'a pas été respectée. Est-ce que c'est la seule fois? Donc, la Cour n'a pas ramené le libre choix de la langue d'enseignement. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que la place de la langue seconde, et là j'utilise le terme « la langue seconde » spécifiquement, a considérablement augmenté dans le système scolaire québécois. Donc, aujourd'hui, l'anglais commence en première année, puis accompagne l'élève à chaque année de sa scolarité, de la première année à l'université. Maintenant, il y a des cours d'anglais obligatoires aussi à l'université, peu importe le programme qu'on choisit. Mais bon, je ne vais pas parler de ça, je vais me concentrer sur le primaire. Puis la maîtrise de l'anglais est en fait devenue un objectif majeur de l'école primaire. Donc, aujourd'hui, il y a le français, l'anglais puis les maths. Fait que l'anglais est dans les 3 objectifs principaux. Donc, mon hypothèse, c'est que l'école québécoise a intégré
l'esprit de la loi sur les langues officielles. Donc, le bilinguisme qui est à la base de cette loi-là a été intégré dans notre réseau d'éducation. Puis, en fait, le fédéral n'a pas eu à intervenir, en fait, pour imposer sa vision des choses. C'est ce qui s'est produit. Donc, pour illustrer mon propos, je vais vous parler de la mesure d'anglais intensif en 6e année du primaire, donc un dossier sur lequel je me suis penché. Ça fait de nombreuses années que je me penche sur la question. Dans mon école, dans l'école où allaient mes enfants, un moment donné, on a reçu une lettre. Puis cette lettre-là disait, votre fille va être passée dans le programme d'anglais intensif en 6e année, puis vous n'avez rien à dire. Puis là, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que cette lettre? Pourquoi je n'ai pas le droit de choisir ça ou non? Etc. Bon, qu'est-ce que ce programme? C'est une mesure, c'était nommé comme ça par Jean Charest, donc une mesure annoncée par Jean Charest en février 2011 qui dit que à terme, tous les élèves de 6e année vont faire 5 mois d'anglais, seulement d'anglais, et 5 mois des autres matières. Donc, toutes les autres matières sont concentrées dans un bloc de 5 mois, puis le reste du temps, on fait de l'anglais. Puis la raison qui était invoquée, c'était que les jeunes Québécois ne sont pas assez bilingues. Bon, là, on parle de jeunes, on parle de 11-12 ans, ils ne sont pas assez bilingues. Bon, on ne parle pas de ceux qui ont 20 ans ou 24 ans. Bon, je vais juste un peu démonter l'argumentation parce que ça me fait plaisir de démonter ça, là. Bon, en anglais, on est les champions, presque les champions du monde. Si on regarde Statistique Canada, qui est un organisme hautement biaisé, ça c'est ironique, on voit qu'il y a une grande proportion de Québécois qui se déclarent bilingues. Ça, c'est une auto-déclaration, c'est une auto-évaluation. Puis ce qui est intéressant, c'est que les jeunes Québécois, là, on est rendu à 57% en 2011, 57% d'eux se déclarent bilingues, puis ce taux-là monte à chaque recensement. Donc, sans rien faire, le bilinguisme augmente. Puis à Montréal, le taux de bilinguisme des francophones dépasse maintenant le taux de bilinguisme des anglophones. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'offre d'anglais au Québec dépasse la demande. Donc, encore là, c'est tiré d'une analyse de Statistique Canada sur la proportion de gens qui utilisent le français au travail versus ceux qui déclarent pouvoir soutenir une conversation en anglais. Donc, c'est ceux qui l'utilisent versus ceux qui le connaissent. Puis, il y a plus de gens qui le connaissent qu'il y en a qui l'utilisent, généralement. Donc, l'offre de locuteurs en anglais au Québec dépasse la demande, déjà. Puis malgré cela, on nous dit qu'il faut investir plus, il faut en mettre plus parce qu'on n'est pas assez bilingue. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est un bilinguisme à sens unique parce qu'on s'intéresse seulement aux jeunes francophones. Donc le bilinguisme à eux, ça c'est important, mais le bilinguisme des anglophones, c'est bon, on semble peu s'y intéresser. Ce bilinguisme-là a reculé entre 2001 et 2011. Puis pourtant, on n'a jamais parlé de français intensif dans les écoles anglaises, donc il y a une asymétrie dans le traitement. Puis c'est un bilinguisme étroit aussi parce qu'on parle de bilinguisme, mais c'est toujours anglais-français, c'est jamais une autre langue. Donc, puis il y a très peu de Québécois qui maîtrisent une autre langue étrangère que l'anglais. Donc quand on regarde les chiffres, par exemple, français-espagnol, il y en a très peu qui parlent espagnol couramment, qui est quand même une langue assez répandue en Amérique. Donc, le bilinguisme, moi, c'est un terme qui m'énerve, en fait, parce que quand on regarde le petit Robert, ça dit ça se rapporte à la connaissance de 2 langues. Mais ici, ce que ça veut dire, c'est parles-tu anglais-français? Il n'y a pas d'autres langues qui existent sur la planète, là, c'est juste l'anglais. Donc, cette définition-là de bilinguisme est en fait tout à fait conforme à l'esprit de la loi sur les langues officielles. Donc, on est en plein dans le piège de Trudeau. On utilise le vocabulaire de la loi sur les langues officielles, puis on s'en rend plus compte. Puis
Puis en fait, ce qu'on est, c'est dans une situation de diglossie. Ce n'est pas du bilinguisme, c'est de la diglossie. Il y a deux variantes linguistiques qui se font la lutte sur un seul territoire. Donc, c'est pas du bilinguisme, il faudrait changer les mots, c'est de la diglossie. Puis là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde comment le programme d'anglais intensif a été implanté, qui est à l'origine de ce programme-là. Donc, ce programme-là est une idée de la SPEAK, qui est une société pour la promotion de l'anglais langue seconde au Québec. Donc, c'est un regroupement essentiellement de professeurs d'anglais. Puis, ce regroupement-là est financé par Patrimoine Canada. Donc, on a les preuves de ça. Ils donnent des sommes assez généreuses. Puis, on a aussi toutes les preuves que la SPEAK a rencontré la ministre de l'Éducation de l'époque avant l'annonce de Jean Charest. On sait que le ministère de l'Éducation utilise du matériel qui vient directement de ce lobby-là. Le programme est décrit dans les documents de ce lobby-là. Avant qu'il ait été annoncé, le programme était bien décrit. Donc, ça a été finalement, l'anglais intensif a été développé par Ottawa. Pour dire les choses rapidement, ça a été financé et développé par Ottawa. Et le gouvernement du Québec a servi de relais pour l'implantation dans les écoles primaires. Donc, Ottawa est venu restructurer, bon, ça c'est un exemple, là, il y en a d'autres, est venu restructurer l'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires. Puis maintenant, dans le système public, le privé c'est un peu différent, mais dans le système public, il n'y a pas d'autres cours que d'anglais dans les langues secondes. Il n'y a pas de choix de langue seconde, il n'y a rien qui existe. Tout le système public se comporte comme si on pouvait seulement apprendre l'anglais dans la vie. Il n'y a personne qui s'intéresse au mandarin ou peu importe. Puis ça, c'est dans une situation où l'offre de locuteurs d'anglais dépasse la demande au Québec, déjà. Puis là, ça me ramène au point de départ. Là, je fais une boucle. L'interprétation de M. Poirier dans son livre qui disait que la meilleure décision de la Cour suprême, la meilleure décision juridique, c'était de travailler sur les clauses d'accès, donc d'élargir la portée de la clause d'accès, donc de remplacer la clause Québec par la clause Canada, donc d'élargir le nombre de personnes qui peuvent aller à l'école anglaise, mais de ne pas ramener le libre choix de la langue d'enseignement. Donc, je n'oserais pas contredire M. Poirier, je pense que c'est vrai, mais moi j'ajouterais une nuance, à savoir que la meilleure décision pour le fédéral était-elle, de ne pas ramener le libre choix. Puis ça, moi, je pense qu'il y a des raisons politiques derrière ça. Il savait que s'il faisait tomber les clauses d'accès totalement, puis il ramenait le libre choix de la langue d'enseignement, bien à ce moment-là, dans l'esprit des gens, l'école française, c'est le symbole de la loi 101. Si tu fais tomber ça, tu fais tomber toute la loi 101, puis il y aurait probablement eu des secousses politiques. Donc, à mon avis, la Cour a intégré des notions politiques dans sa décision de garder les clauses d'accès. Puis, la bataille de Londres, où on a vu qu'ils ont déjà fait ça, donc il aurait pu le faire à ce moment-là aussi. Mais je n'ai pas de preuve de ça. Là. Puis ils ont interprété restrictivement les droits du français. Puis 3, le fédéral a agi pour tendre vers le bilinguisme au Québec et le plus tôt possible. Parce qu'on se demande, mais pourquoi le primaire? Pourquoi pas le secondaire ou le cégep? Pourquoi le primaire? Le fédéral à mon avis, ont des visées à long terme. Parce qu'on sait que des études qui prouvent que la scolarisation en bas âge a un impact sur l'identité, comme le disait M. Bouchard. Donc, si on scolarise quelqu'un dans une langue, ça l'affecte son identité. Donc, il y a un très beau papier qui vient de Catalogne, qui a été publié en 2012, où il prouve que la scolarisation en catalan, donc le catalan a été implanté dans les écoles en Catalogne dans les années 60-80. Et ça a eu un impact sur les intentions de vote. Donc, les gens qui ont fait plus de catalan votent plus pro-indépendance que les autres. Donc, il y a un mécanisme très clair.
Donc, pourquoi est-ce que le fédéral a choisi le primaire? À mon avis, c'est une stratégie, tout ça est cousu de fil blanc. C'est une façon de venir restructurer petit à petit, pas rapidement. On vient restructurer l'identité québécoise pour la rendre bilingue et pour la rendre conforme à la loi sur les langues officielles. Donc, moi, ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut libérer notre système d'éducation de l'esprit de la loi sur les langues officielles. Puis, pour réutiliser les termes, il faut s'ouvrir sur le monde et diversifier l'offre linguistique dans les écoles. À mon avis, ça, c'est absolument urgent. Puis je peux résumer ça ainsi, il faut passer de la langue seconde à les langues secondes. Ça serait bien d'avoir le choix.